Monsieur Abad, avant tout, je vous remercie de votre accord pour cette interview. Et ma première question, c'est comment vous êtes intéressé aux questions européennes? Mon intérêt pour les questions européennes date de longtemps déjà, parce que moi j'étais intéressé, interpellé par cette question-là, du fait notamment de tout l'historique, de l'histoire de l'Union européenne, et le fait qu'on était sur un continent qui a été divisé, qui a été, je dirais, brisé par un certain nombre de guerres successives. Et je crois que ça nous interpelle quand on est jeune, le fait qu'aujourd'hui on puisse vivre dans un espace de paix, dans un espace de liberté et de sécurité. Donc très tôt, dès le plus jeune âge, j'étais intéressé par ces questions-là. Ensuite, j'étais à Sciences Po et j'ai fait tout un master, en tout cas, j'ai travaillé sur un guide sur les métiers de l'Europe pour apprendre justement ce qu'on pouvait faire au sein de l'Union européenne, connaître un peu les mécanismes institutionnels et découvrir l'Europe à la fois au quotidien et à la fois dans le projet tel qu'on veut le défendre. Et puis le fait que mon engagement politique est un engagement aussi profondément européen, puisque dans l'UDF, qui était le parti dans lequel j'étais, était un parti qui était profondément attaché à ces valeurs-là et à défendre l'idée d'un projet européen fédéraliste avec une Union européenne, avec des institutions politiques fortes et qui permettent d'avancer dans l'avenir. Très bien. Comment voyez-vous évoluer l'Union européenne à court, moyen et long terme? Écoutez, à court terme, on a aujourd'hui des questions essentielles. La première, c'est la désignation de l'ensemble des commissaires européens. Vous savez qu'aujourd'hui, qu'on est en train de renouveler cette Commission européenne, et je crois que ça, c'est un élément important. La deuxième chose, c'est l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Et cette entrée en vigueur du traité de Lisbonne va considérablement modifier les rapports de force entre, d'un côté, le Parlement, la Commission et le Conseil européen. Aujourd'hui, on est dans une institution, le Parlement européen, qui est en train de prendre des pouvoirs importants et une place prépondérante dans ce trilogue institutionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'incarnation du suffrage universel et qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir ce Parlement fort qui puisse faire contrepoids parfois un certain nombre de propositions ou décisions de la Commission européenne. Donc dans un horizon de court et moyen terme, nous avons ces deux enjeux-là. Et puis moi j'en vois un troisième. Aujourd'hui, je dis souvent que l'Europe est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, d'abord sur le plan de l'élargissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait l'élargissement avant d'avoir fait l'approfondissement, et je pense qu'il vaut mieux l'inverse, et qu'il vaut mieux d'abord approfondir nos institutions, et ensuite pouvoir, offrir à nos nouveaux partenaires les possibilités de pouvoir bien exercer à la fois leur activité, mais surtout pouvoir prendre toute leur place au sein de l'Union européenne, et je crois que ça c'est un élément important. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'une Europe qui ait des institutions stables, qui ait des institutions fortes, qui ait des institutions solides, au sein de laquelle on peut vraiment travailler. Et je crois qu'on a la croisée des chemins aussi sur un plan budgétaire. Aujourd'hui, le budget communautaire, c'est le tiers du budget français. C'est nettement insuffisant. Vous ne pouvez pas à la fois répondre aux crises comme celle d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre aux crises, aux enjeux de demain en matière de changement climatique, en matière de plein d'autres domaines, social, solidarité économique, et puis relever les défis des politiques précédentes communautaires, comme la politique agricole ou la politique de cohésion. Et donc, je dirais que l'Europe est à un tournant, et sur le long terme, j'espère qu'on arrivera à avoir une Europe politique qui soit suffisamment forte et qui nous permette de faire contrepoids et d'être une puissance au même titre que les États-Unis ou que la Chine. Merci. Et comment voyez-vous le rôle de la France au sein de la famille européenne? Je crois que la France a toujours été à l'initiative, a été le moteur. On dit souvent que le couple franco-allemand, on est aujourd'hui à 3 jours après le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, et je crois que c'est tout un symbole. L'Union européenne n'avancera pas, ne fonctionnera pas sans un couple franco-allemand qui soit suffisamment fort et solide, qui puisse permettre de faire avancer les autres pays. La France a un rôle moteur. On sait que l'historique de la France et nos pères fondateurs, Schuman et Monnet, qui ont permis de construire cette Europe politique-là. La France doit être le moteur. On l'a vu lors de la présidence française. On a eu 6 mois dans lesquels, effectivement, on a essayé de faire avancer un certain nombre de dossiers, je pense de manière la plus efficace et active possible. Et donc, je crois que le rôle de la France doit être essentiel. Mais on a quand même encore des défauts à corriger. Le premier, c'est bien souvent l'arrogance française, qui est un élément important parce que vous savez, moi je le vois au Parlement européen, vous n'existez pas tout seul. Vous n'existez que dans une stratégie collective, que dans une démarche collective. Et donc, pour exister, eh bien, il faut pouvoir travailler avec les autres, créer des majorités, négocier et créer des compromis avec les autres délégations, avec les autres nationalités et même avec les autres groupes politiques. Et c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture française, qui n'est pas suffisamment dans la culture française. On a encore beaucoup à apprendre. Et puis, malheureusement, je trouve que souvent on a tendance un peu
comme je le dis, à européaniser les échecs et nationaliser les succès, au fait qu'il y a un certain nombre de gouvernements qui ont tendance un petit peu, je dirais, à dire que c'est toujours la faute de Bruxelles et de l'Europe. Et puis, aujourd'hui, on a compris l'importance d'avoir des députés européens qui soient engagés, qui soient présents sur le terrain, qui rendent des comptes et qui en même temps produisent de la norme législative. Et je le dis comme je le pense, auparavant, on avait tendance à mettre des députés le poste de député européen, c'était soit une pension alimentaire, soit quelque chose de recalé pour ceux qui avaient perdu des anciennes élections. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est en train de changer. On est 29, on a 15 nouveaux sur les 29 de la délégation PPE au sein du Parlement européen. Et je crois que c'est quelque chose de positif qui nous démontre chaque jour le rôle et l'utilité des parlementaires européens et l'importance de la France au sein de l'Union européenne. Merci. Quel avenir souhaitez-vous pour l'Europe? Quelle est votre représentation idéale? Le meilleur, le meilleur possible. Vous savez, je crois qu'on a construit une Europe, l'Europe, pour moi, c'est pas simplement une zone de libre-échange économique. Et c'est pour ça que je dis, quand j'ai rencontré M. Barroso, je lui ai fait ce reproche-là, d'avoir érigé la politique de concurrence tout en haut du toit d'une maison et d'avoir mis les autres politiques, la politique agricole, la politique industrielle, la politique environnementale, la politique en matière d'éducation, juste en dessous. Et donc tout reposait sur ce prisme de la concurrence. Moi aussi, je suis attaché à l'économie de marché et moi aussi, je crois à cette économie-là, mais à une condition, c'est que ce principe de libre concurrence ne soit pas tout en haut et ne détruise pas nos industries, ne détruise pas nos activités, ne détruise pas, on le voit aujourd'hui avec la crise laitière, nos activités agricoles. Et puis on doit aujourd'hui penser l'Europe de demain, ça doit être l'Europe qui doit penser la croissance durable et l'économie verte notamment. On a beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Et pour moi, je pense que c'est essentiel, le projet politique que l'on a pour l'Europe. On a fait toute une campagne sur le thème de l'Europe politique, de remettre de la politique en Europe, pas au sens de la politique politicienne, mais au sens de vraiment de faire que le pouvoir de décision appartienne aux politiques et que ce soit la politique qui soit au cœur de l'Europe et non pas l'économie simplement. Parce que je crois qu'on a voulu construire plus qu'une zone de libre-échange économique. En tout cas, nous, c'est notre volonté. On a des institutions qui sont là simplement pour construire un espace politique de liberté, de sécurité et de solidarité. Et moi, j'ai envie de dire que ce que je souhaite pour l'Europe, c'est qu'elle soit ce plus beau modèle que l'on ait dans le monde, à savoir celui qui concilie le mieux à la fois la réalité économique, l'économie de marché, avec cette exigence de solidarité et de cohésion territoriale. Et ma dernière question, que craignez-vous pour l'Europe? La crainte que j'ai pour l'Europe, c'est justement qu'on n'arrive pas à réaliser ce modèle-là et que l'on n'arrive pas à mettre en place une véritable Europe politique qui fonctionne. Moi, j'ai été frappé ici par un certain nombre de blocages institutionnels, par un certain nombre d'inertie encore qu'il y a à faire. Je crois qu'il faut aujourd'hui faire bouger l'Europe. Et puis surtout, ma crainte, c'est l'écart qui pourrait se creuser entre les citoyens, entre le peuple européen et ses institutions. Et je crois que le rôle d'un parlementaire européen, je dis toujours, c'est de recréer du lien entre le citoyen, le territoire et l'Europe. Et donc c'est pour ça que je veux être un parlementaire européen qui rend des comptes, qui ouvre une permanence, qui est présent sur le terrain, de manière à pouvoir apporter l'Europe à chacun d'entre nous. Vous savez, hier, j'ai monté un intergroupe sur les questions de jeunesse, avec cette idée simple, c'est de casser la barrière de verre qu'il y a entre un certain nombre de catégories de jeunes et l'Union européenne. Aujourd'hui, un jeune, la mobilité européenne, elle est trop estudiantine et trop élitiste. Et Erasmus, c'est bien, mais c'est 2% des étudiants européens. Et je crois qu'il faut ouvrir, je ne vois pas au nom de quoi, un jeune apprenti, un jeune coiffeur, un jeune artisan menuisier n'aurait pas le droit lui aussi d'avoir une expérience concrète en Europe. Et pour renforcer cette citoyenneté européenne, il faudra aussi enseigner l'Europe de manière différente que seulement dans les cours d'histoire. Il faudra changer les modes de perception que l'on a et surtout apporter l'Europe à chacun d'entre nous. Je dis souvent, et j'en termine par là, que le poste de député européen ne s'arrête pas lorsque vous avez franchi le portail de Bruxelles, mais c'est au contraire là où il commence, parce que vous avez nécessairement ce besoin d'expliquer en permanence et surtout d'avancer une Union européenne politique forte, mais avec les citoyens, avec les peuples européens. Et donc ma principale crainte, c'est justement que cet écart-là se creuse entre des côtés des peuples qui ne comprennent pas le fonctionnement européen, qui ne croient pas en l'Europe, et de l'autre côté, une Europe politique qui soit complètement déconnectée des réalités humaines et sociologiques. Et je crois qu'on a là vraiment quelque chose à faire qui est important de recréer ce lien entre le citoyen, le territoire et l'Europe. En tout cas, c'est mon ambition pendant ce mandat. Très bien. Je vous remercie.